Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde. Que signifient ces poignées de main entre Angela Merkel et François Hollande? C'est ce langage diplomatique, ces petites phrases elliptiques. Qui comprend ce soir ce qui se passe exactement? Eh bien, ce sommet important, ça se passe à Bruxelles et il a démarré à 15h. On va essayer de décrypter, entrez, chers invités. L'émission a démarré. Est-ce que la France et l'Allemagne vont pouvoir dissiper leurs malentendus, leurs points de blocage? On va essayer de vous expliquer les points sur lesquels ça coince. Vivante, il n'y aura pas de rebond, c'est ce qu'a dit la chancelière. La pression est sur les épaules de François Hollande qui lui défend bien son pacte de croissance et d'emploi. On parlera de mutualisation des dettes, c'est un peu compliqué, on essaiera de vous l'expliquer. On a parlé et on a entendu dans les médias ce transfert de souveraineté, c'est un mot qui fait un petit peu peur, en tout cas de contrôle des budgets par des instances supranationales. Et puis on a entendu fédéralisme, ça c'est la chancelière qui en a parlé, et ça c'est un mot que les Français connaissent mal. On va faire le point, puis on parlera de l'Espagne. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu 100 milliards d'aides pour les banques et on dit que ça pourrait déstabiliser l'État espagnol. On essaiera de vous l'expliquer parce que nos invités sont des spécialistes de ces sujets. D'abord, Olivier Ferrand, bonsoir. Tout nouveau député socialiste des Bouches-du-Rhône. Vous avez été élu dans ce département. Vous êtes toujours le président du think tank Terra Nova. Vous veniez d'ailleurs souvent sur ce plateau nous éclairer. Think tank qui est proche du Parti socialiste. Merci d'être là. L'Europe contre l'Europe, c'était chez Hachette en 2009. C'est un sujet que vous connaissez bien. On en découvre la couverture. Merci d'être là. Vous dites que finalement, il faut qu'il y ait une véritable instance démocratique pour faire vivre l'Europe et que ce ne soit pas les technocrates, on y reviendra, qui fassent vivre cette Europe. Face à vous, Alain Madelin qui sourit. Bonsoir Alain Madelin. Bonsoir. Je rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances. C'était en 1995. Vous êtes un libéral assumé. Vous défendez l'économie de marché. On vous écoutera. Le regard que vous portez sur cette crise, elle inquiète évidemment tous les pays européens et les Français, parce qu'il y a un sondage du JDD.fr qui est notre partenaire. Les Français, vous allez le voir dans ce vote, sont inquiets pour leur situation ici en France. Jacques Généreux, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Front de gauche, vous êtes économiste par ailleurs dans le civil. Vous êtes en charge de l'économie aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Nous, on peut. Ça, c'est un de vos livres, préfacé par Jean-Luc Mélenchon. Et puis enfin, ce tome 3, à la recherche du progrès humain. Voilà, on le découvre, la grande régression à la recherche du progrès humain. C'est le tome 3, c'est un essai, édition Point. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous éclairerez sur les réformes à faire ou à ne pas faire, d'ailleurs, parce qu'on reviendra évidemment sur ces sujets. Et puis avec nous, Stéphane Brandl. Bonsoir. Bonsoir. C'est important ce soir d'avoir en plateau avec nous un Allemand, quelqu'un qui connaît ce pays et qui écrit dans les journaux allemands. Vous êtes le correspondant pour la France pour le Frankfurter Rundschau, alors je pense que je l'ai très mal prononcé. On découvre la couverture de votre quotidien, qui est l'un des plus grands quotidiens nationaux d'Allemagne. Évidemment, c'est la demi-finale Allemagne, j'allais dire France, Allemagne-Italie qui passionne. Mais on a vu dans la une, si on peut la revoir, le nom d'Angela Merkel, nom. On reviendra évidemment sur ce nom, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce qu'il veut dire. Une sentinelle citoyenne est avec nous, elle est connectée, vous allez la découvrir dans quelques instants. D'abord, retour tout simplement sur les grands dossiers qui sont sur la table à ce Conseil européen. Il a démarré à 15h. Ce n'est pas le sommet de tous les dangers, parce que c'est un peu la phrase qu'on répète à chaque sommet. C'est en tout cas une crise qui suit des sommets, et des sommets qui suivent des crises. Regardez ce sujet de Katia Gilder, elle nous explique tout, les points sensibles, les points de blocage. Regardez. Le président du Conseil italien, Mario Monti, veut que le sommet de Bruxelles aboutisse. Il l'a dit, il est même prêt à travailler jusqu'à dimanche soir avec ses collègues pour trouver enfin une solution à la crise de la dette. Mais avant de penser au long terme, les 27 dirigeants doivent d'abord traiter l'urgence, aider l'Espagne et l'Italie qui doivent payer des taux d'intérêt de plus en plus lourds, près de 7%, pour continuer à se financer sur les marchés. Rassurer les investisseurs sur la solidité de la zone euro, c'est justement l'objectif de ce nouveau conseil de crise. Angela Merkel et François Hollande sont d'accord sur le message, il faut plus d'intégration économique, mais pas sur le fond des dossiers. Paris et Berlin soutiennent tous les deux l'idée d'une union bancaire, mais la France réclame un fonds européen de garantie des dépôts, tandis que l'Allemagne souhaite en contrepartie un contrôle renforcé sur les banques en difficulté. Divergence aussi sur les eurobonds. Angela Merkel refuse de mutualiser totalement les dettes des États membres, mais elle accepte les eurobills, sorte d'obligation à court terme. Concernant enfin le volet croissance défendu par Paris, les 27 sont d'accord pour consacrer 1% du budget européen au lancement de grands projets.
Ce sommet sera une fois de plus très suivi par les marchés qui attendent des solutions durables à la crise, faute de quoi la zone euro risque de connaître de nouvelles turbulences. Alors, je voudrais qu'on regarde ce vote, parce que c'est le vote du JDD, une question que l'on pose tous les soirs aux internautes du JDD. 642 votants, c'est pas du tout un sondage, c'est un vote. Craignez-vous que la France se retrouve dans quelques mois dans la situation de la Grèce ou de l'Espagne? Et à 77%, ils disent oui, et à 23%, ils disent non. Donc une très forte majorité de Français qui, ce soir, s'inquiètent et ont le sentiment comme ça que le spectre espagnol, voire grec, comme ça, est là, à notre porte. Olivier Ferrand, Jacques Généreux, Alain Madelin et Stéphane Brundle, vous dites quoi ce soir aux internautes du JDD qui s'inquiètent et qui se disent finalement on est dans la même situation que les Espagnols? Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer, Olivier Ferrand ou Jacques Généreux? Il faut leur dire que... voilà, rentrons dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, c'est faiblement un sujet européen, hein. C'est un sujet français. La France est en situation de surendettement critique. À 90% de dette publique, nous continuons à avoir un déficit très important. Nous étions en croissance l'an dernier, certes faible, de 1%. On a quand même eu 5 points de déficit. Donc c'est du déficit qui n'est pas conjoncturel, ce n'est pas du bon déficit keynésien qui permet la relance économique. C'est du mauvais déficit, du déficit structurel qu'on se traîne même quand on est en situation de flottaison en termes de croissance économique. Et donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui supprimer en France. C'est tout l'objectif de cette mandature, pouvoir assainir les finances publiques en supprimant une centaine de milliards d'euros de déficit structurel. C'est très compliqué, on ne l'a jamais fait ces 50 dernières années, mais c'est aujourd'hui une nécessité parce qu'à force d'attendre, nous sommes désormais au pied du mur. Alors, le Premier ministre grec, juste pour faire une transition et qui est liée à la question liée aux Français, il a ce soir dit, et ça vient de tomber, il est prêt encore à privatiser un peu plus encore, c'est ce qu'il a indiqué ce soir à l'AFP. Il va donc encore plus loin dans la pression que lui met la Troïka. En France, est-ce que vous entendez la peur des Français ou est-ce que ce soir vous dites, attendez, il n'y a pas de commune mesure entre la situation des Grecs, ce que vivent les Espagnols et ce que la France vit? Est-ce qu'il faut être prudent, modéré, ou est-ce que vous dites ce soir, oui, il y a de quoi être inquiet? D'abord, il y a une évidence économique, c'est que le problème de la France en termes de dette publique n'est pas celui de la Grèce. Donc c'est comparable en nature, en sens qu'il y a une dette excessive en France, mais on n'est pas dans la situation de cessation de paiement qui est celle de la Grèce, et la France ne risque pas de s'y trouver dans les 3 mois qui viennent. C'est un point positif. La situation du système bancaire français n'est pas dans la situation du système bancaire espagnol, où là il y a une crise de la dette privée, de la banque privée, donc il faut savoir garder raison. C'est pas pour dire qu'en France tout va bien, la situation financière de la France... C'est pour mettre le curseur au bon niveau. Simplement, ce que montre ce genre d'enquête et de sondage, c'est que la stratégie, en revanche, de la peur fonctionne. La stratégie de gouvernement par la peur, c'est qu'on a réussi à mettre dans la tête, en effet, de pas mal de Français, qu'on est dans une situation absolument catastrophique, au bord de la faillite. Et qu'il faut encore réformer. Ceci étant destiné à justifier ensuite l'idée qu'il n'y a pas d'autre politique que la réduction absolue du périmètre de l'État, des dépenses publiques et des dépenses sociales. C'est une stratégie, Jacques Généreux. Si je vous entends ce soir, c'est une stratégie. Il y a une volonté comme ça de jouer sur les peurs pour réformer un peu plus. Mais bien sûr, ça a été le cas. Alors je ne dis pas en Grèce. En Grèce, ce n'était pas une stratégie. Ils étaient dans une véritable catastrophe financière. Mais dans beaucoup de pays, et à commencer par la France, on a vu ça. C'est-à-dire que la situation... Quand on sait que les 550 milliards de dettes supplémentaires de la France depuis 2007 viennent pour les 2/3 de la crise financière et de la récession, de le ralentissement de l'activité qu'elle entraîne, c'est-à-dire que c'est conjoncturel et que si on faisait une autre politique que celle de la récession et de la rigueur, nous n'aurions pas les 80 milliards d'euros de déficit supplémentaire que cela a entraîné, et que le tiers restant, c'est le résultat des politiques fiscales, de dépenses fiscales, qui creusent délibérément des trous dans les recettes fiscales de l'État. On tente de détricoter, on y reviendra, le paquet fiscal, la question de l'ISF. Assez simplement. Alain Madelin, vous dites quoi? Vous êtes un libéral, vous dites ce soir on est vraiment... Indiscutablement, si l'Italie ou l'Espagne devait exploser, on est mal. On est très mal. Donc nous avons... Le système bancaire là, qui ne va pas bien en Espagne. Un bank run, etc., c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est une probabilité. Je dis que c'est une possibilité. Le patient grec est en soins palliatifs. La Grèce, l'Italie et l'Espagne doivent... Soins libéral en tout cas, parce qu'ils privatisent, dit le Premier ministre. C'est une autre question. L'Italie et l'Espagne doivent être sauvés. Et plus généralement, globalement,
nous avons un problème de croissance au niveau de la zone Europe. De ce point de vue, François Hollande a eu raison, ensuite on peut discuter comment on obtient la croissance, mais a eu raison, même si on en parlait aussi avant, on n'a pas attendu François Hollande, mais quand même de faire de l'enjeu de la croissance par rapport aux politiques d'austérité, de faire de l'enjeu de la croissance, il n'y a pas de solution pour aucun pays durablement au problème de la dette si la croissance n'est pas le taux de croissance n'est pas supérieur. Donc ça, c'est une bonne chose d'avoir remis ce mot dans le... Voilà. Alors ensuite, on va discuter les moyens de cette croissance. Mais en soi, c'était quelque chose d'essentiel. Ensuite, de ce sommet, on attend les grands discours sur l'Europe dans 25 ans, fédérale, etc. Amusant, sympathique. Mais concrètement, ce que l'on attend, c'est des réponses aux problèmes concrets. Premier problème concret, juste un mot. Je vais l'entendre sur la question du fédéralisme. C'est la solution que nous apportons au problème des banques, particulièrement en Espagne, avec une lointaine perspective, peut-être pas si lointaine que ça, qui est l'union bancaire. Et en tout état de cause, un plan de renflouement dont il faut préciser les contours pour les banques espagnoles. Le deuxième problème qu'on esquisse un peu, mais c'est au fond la restructuration des dettes, il faudra parler aussi pour l'Espagne et pour l'Italie. Et sans attendre cette restructuration, quel est le rôle que peut jouer la Banque Centrale Européenne et le mécanisme européen de stabilité pour éviter que l'Espagne et l'Italie soient étouffées par des taux d'intérêt à 6 ou à 7. Et puis, il y a un petit volet de croissance avec le paquet de 120 milliards, etc. C'est sympathique, ça n'a pas un énorme effet sur la croissance, mais si cela peut permettre à M. Hollande de revenir en vainqueur de ce sommet et de ratifier sous une forme ou sous une autre la règle d'or, qui n'est pas non plus une règle géniale, etc. Mais si ça peut permettre d'un bon échange franco-allemand, ce sommet peut in fine être un bon sommet. Attendons un peu, nous n'y sommes pas encore. Stéphane Brundle, je donne la parole à Olivier Ferrand un mot et Stéphane Brundle, parce qu'on arrive au cœur. Sur la croissance, effectivement, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, la droite avait largement ironisé sur la volonté de François Hollande de remettre la croissance au cœur des débats européens. Non seulement il l'a remis, mais il l'a remis en quelques jours. Les débats franco-allemands portent... Des mots non, ou des mots et 130 milliards d'euros. Alors effectivement... Sur 5 ans, pas divisé pour la France, 20%, ça fait 5 milliards par an. C'est bien. Mais bon, mais... Par an, et 1%... on en rêve en ce moment. Non, mais ce sont des travaux qui auraient trouvé leur financement ailleurs. Et met en place le début d'une stratégie de croissance au niveau européen. Vous êtes correspondant économique, vous y tenez, c'est important, parce qu'on parle de sujet économique pour un grand quotidien allemand, le Frankfurter Rundschau, cette fois-ci je l'ai plutôt correctement prononcé. Un mot, parce que moi si j'ai bien compris là, ce qui s'affronte, il y a le mot solidarité, parce qu'on parlait du mot croissance, il y a deux mots de vocabulaire importants. Il y a la solidarité et la contrainte. La contrainte, c'est de faire les efforts en matière de réforme, c'est ce que dit Angela Merkel, puis la solidarité, c'est l'idée... mais surtout en matière d'austérité. On commence par quoi côté allemand? Qu'est-ce que disent les Allemands? Qu'est-ce que disent les hommes politiques allemands concernant cette espèce de quadrature? Solidarité? Ou d'abord, on commence par la contrainte et les réformes? Qu'est-ce qu'on dit en Allemagne? C'est peut-être effectivement le problème où commencer, parce que Angela Merkel, un peu par calcul, mais aussi par conviction, veut relancer la machine politique. Je suis correspondant économique, mais c'est une question politique, d'union politique aussi. On sait que le gouvernement français, il répond si on fait d'abord une union politique, et avant de prendre des mesures d'urgence, on ne va jamais arriver. Mais les Allemands, ils sont dans leur logique, ils ont leur schéma. C'est quoi le schéma allemand? Expliquez-nous, parce que ceux qui nous regardent, c'est intéressant d'avoir... C'est assez simple finalement, c'est peut-être difficile à réaliser, mais il est assez simple. Ils disent, on ne va pas payer si on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler si on n'a pas une union politique ou tout au moins budgétaire avec des contrôles bancaires, fiscaux, etc. L'Allemagne... Supranationale, une autorité supranationale imposée par la Donc Commission. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première chose qu'Angela Merkel réclame. C'est un point important pour elle. Et la question des réformes et des déficits, puisque je dis beaucoup qu'une de son combat, c'est réduire les déficits d'abord et avant tout, avant de parler de solidarité dont elle veut. C'est le même sujet. Non, mais j'entends, mais... C'est la même chose au niveau économique, et ça touche plutôt aux gouvernements nationaux, parce que les déficits, c'est pas l'Union européenne qui peut les réduire. Donc,
Angela Merkel dit que chaque pays doit réduire ses déficits, mais c'est quelque chose qui était déjà décidé, parce que dans le pacte fiscal budgétaire qui était signé, mais pas encore ratifié, c'était repris. Alors, Olivier Ferrand, Jacques Généreux, Olivier Ferrand, un mot sur la question des déficits. Jacques Généreux et Olivier Ferrand ensuite. D'abord, non, mais il y a juste une distribution de la parole. Tu as déjà repris la parole il y a une seconde. Je chronomètre tout, Jacques Généreux. Tout est chronométré et compté. On n'est plus en campagne électorale. Voilà. Mais là, on est au cœur du sujet. Mais en même temps, il y a un grand malentendu. C'est-à-dire qu'on essaie d'effacer dans la manière dont sont présentés les débats autour de cette question, y compris les débats entre des gouvernements, les différences de projets politiques. Car il n'y a pas qu'une différence de méthode, il y a des différences de projets et de finalités. Bien sûr, sur le plan technique, en théorie, tout ça c'est très joli. En effet, si des États veulent pouvoir se financer collectivement, mutualiser leurs dettes, ce qui à bien des égards serait bien mieux, etc. Tralala. Bon, on peut rêver de la belle Europe unie où il y a un peuple européen qui marche de concert. Quand ils disent, mais comprenez bien, quand ils disent on veut plus d'union politique et plus de fédéralisme budgétaire, c'est pourquoi? C'est que les Allemands sont dans une position qui est logique, qui disent, puisqu'on voit bien que pour des raisons de solidarité économique en Europe, on ne peut pas, voilà, on baptise gouvernement ce qui est une police. Voilà, on est en plein accord, donc on peut le faire en duo puisqu'on est d'accord. Ils veulent évidemment, s'il doit y avoir solidarité, parce qu'ils comprennent bien quelque part, il doit forcément y avoir solidarité financière, sinon ça ne tiendra pas. Mais ils disent, à ce moment-là, s'il y a solidarité financière, il faut que ce soit contrôlé par une union politique. Mais une union politique, ça se fait sur quoi? C'est ça le grand malentendu. Ce qu'ils ont en tête, c'est une police budgétaire par des institutions supranationales qui vont imposer. Je termine. Des institutions supranationales. Il dit justement, si pour l'accepter, il faut qu'elle soit démocratique. Il faut qu'elle soit. Oui, mais alors c'est là qu'est la contradiction, parce que d'ailleurs, parce que des juges, non, mais si je peux terminer une phrase pour bien montrer les enjeux. Non, mais chacune a été assurée et coupée, donc je n'ai pu en terminer aucune avec un sujet, un verbe, un complément jusqu'au bout. Non. Donc, si on veut régler cette question, il y a deux manières de faire. Il y aurait la manière technocratique et qui est celle du pacte budgétaire, c'est-à-dire qu'on institue des règles automatiques, des règles institutionnelles. Tout le monde devra avoir un déficit structurel à 0,5%, etc., qui n'est pas la bonne méthode. Économiquement, c'est stupide. Et politiquement, ça ne tient pas, parce qu'on ne peut avoir de politique budgétaire commune ou fiscale commune que si les peuples sont d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'union politique. Et le fédéralisme budgétaire, ça veut dire un Parlement européen qui reflète une majorité politique européenne, un gouvernement européen qui reflète cette majorité politique. Et à ce moment-là, on verra, je termine, on verra, et là, peut-être que les Allemands et d'autres ne seront pas contents, si on était dans ce cas-là, on verrait que peut-être la majorité des Européens ne veulent pas qu'on se sorte de ce genre de crise par la réduction du périmètre des dépenses sociales et des dépenses publiques, mais par d'autres voies. Et s'ils préfèrent, moi je suis démocrate, s'ils préfèrent la voie libérale, qui est de réduire la part de l'État dans le PIB européen, je suis d'accord avec le vote des citoyens, mais ils pourraient préférer autre chose. Alors je veux dire, on n'en est pas rendu là. Je ne vais pas vous couper la parole, bien sûr, on n'en est pas rendu là. Pour moi, c'est un écran de fumée, c'est-à-dire que parce qu'il s'agit simplement de sauver tous les plans de rigueur aujourd'hui, la logique de l'austérité face à la crise. Comme ça, on n'en parle plus et on continue cette stratégie d'austérité. Et pendant ce temps-là, on dit attendez, quand on aura l'Europe idéale, le peuple européen, les institutions démocratiques, on pourra faire autrement. Alors, je vais juste poser une question. Stéphane Brandel, différent parce qu'il est resté très passionné. Parce que c'est pas seulement une question technique ou technocratique, c'est aussi la question de l'euro. Parce que l'euro, on l'a dit depuis sa naissance d'ailleurs, il ne peut pas avoir une politique sur l'euro monétaire sans une politique fiscale, économique commune. Non, c'est on n'a pas dit ça à la naissance de l'euro. Attendez. Non, pas vous. Mais ceux qui ont souvent entendu, il y a beaucoup d'économistes anglo-saxons qui ont dit l'euro ne va pas marcher parce qu'on n'a pas installé le cadre pour l'union monétaire. Donc, Angela Merkel, dans sa logique, et vous avez raison, c'est une logique peut-être rigide, mais elle a sa logique. Elle dit il faut aller plus loin. Olivier Ferrand, juste une question, parce que là, il y a des économistes de très très haut niveau, puis les Français ce soir, là, dans le vote, disent mais attendez, nous on est très inquiets. Est-ce que les banques vont pas s'effondrer? Comment on fait et par quelle méthode on commence? On entend, il y a la version libérale.
Et il y a une version, je dirais, plus sociale. On commence comment? Qu'est-ce que doit faire François Hollande? Alors c'est une quadrature. Angela Merkel dit qu'il faut faire des réformes structurelles. Qu'est-ce que vous entendez par là, Olivier Ferrand? Quand Angela Merkel dit qu'il faut des réformes structurelles, c'est quoi côté français les réformes structurelles? Qu'est-ce qu'elle entend par là? Le débat européen, c'est intégration, plus d'intégration contre plus de solidarité. On voit bien ce que demandent les Allemands. Ils nous disent la solidarité, c'est nous qui faisons les chèques pour tous les pays autour qui sont en train de dévisser. Donc on veut bien faire les chèques, mais on ne veut faire les chèques si on est à peu près certain de ce qu'on va faire de l'argent, parce qu'on ne va pas faire des chèques éternellement. D'ailleurs, on ne peut pas faire des chèques pour tout le monde, on n'est pas suffisamment puissant pour le faire. Les chèques en blanc, qu'on pourrait appeler les chèques en blanc d'ailleurs. Donc, ils nous demandent en échange plus d'intégration. Bon. Jusque-là, je pense que ça fait sens pour à peu près tout le monde. On perd en souveraineté. Non. Alors la première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par intégration? Jacques Généreux en a touché un mot. Est-ce que c'est intégration technocratique? Et c'est donc la commission qui va jouer le chief whip et dire ton budget il est nul, il faut le revoir. Ou est-ce que c'est les juges? Est-ce que c'est le juge constitutionnel? C'est encore une autre chose. Ou bien est-ce que c'est une intégration politique? En ce qui me concerne, je suis fédéraliste. Si on va vers une intégration politique, ce qui est maintenant régulièrement évoqué par les Allemands, c'est une perche qu'il faut impérativement saisir, parce qu'à force de l'attendre et de ne pas la saisir, elle finira par ne plus jamais se présenter. Donc ça, c'est le premier élément, intégration politique ou intégration technique. Deuxième question, c'est où est la solidarité? Parce que jusqu'à présent, on en a parlé, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a pas mise en œuvre. Prenez le cas de la Grèce. C'est le modèle, c'est la philosophie allemande qu'on a retenue pour la Grèce, c'est-à-dire zéro solidarité publique. On a demandé des efforts phénoménaux à la Grèce. On a demandé des efforts phénoménaux à la Grèce qui se saignent pour essayer de retrouver un équilibre. Et on le voit ce soir encore. Et qui ont beaucoup de mal, parce qu'ils n'ont pas la croissance derrière. On a demandé des efforts aux banques, dans la logique allemande qui est de dire qu'il faut que ce soit les Grecs qui ont fauté et qui se sont comportés comme des cigales, à eux de faire des efforts et pas à nous. Et deuxièmement, c'est les banques qui leur ont prêté, les banques privées qui leur ont prêté de manière complètement déraisonnable, alors que c'était un pays qui allait à la faillite. Donc c'est aux banques de payer, et on leur a fait 70% de réduction de dette. Les États européens n'ont fait aucun effort. Ils ont donné du temps, ils ont donné des taux. D'abord, ils ont prêté, ça c'est vrai, via le Fonds européen de stabilité. Ils ont prêté alors que les marchés ne prêtaient plus. Donc c'est vrai que ça c'est un vrai avantage. Mais ils n'ont pas fait ni de vrai rééchelonnement de dette. Ils sont pas allés au bout du mot solidarité que vous entendez. C'est pas qu'au bout. Ils ont fait le strict minimum. Ils ont demandé aux banques privées et à la Grèce de faire un effort. Mais l'Allemagne, pour l'instant, a fait un effort, on va dire, minimaliste dans le dispositif global. Et donc ça pose un vrai problème pour la suite. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par solidarité? Donc il y a la question qu'est-ce qu'on entend par intégration budgétaire ou technique, et qu'est-ce qu'on met derrière le mot solidarité? Parce que pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. C'est très court. Écoutez Jean-François Copé, sinon je ne vais pas pouvoir vous le montrer. C'est très court. Il a aussi son regard. Et je voudrais savoir, Alain Madelin, si vous rejoignez son point de vue, en tout cas les critiques qu'il porte à l'encontre du président de la République français. Regardez, écoutez. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas bien du tout entre la France et l'Allemagne. Les divergences qui sont apparues viennent du fait que là où l'Allemagne a fait le choix de la réduction des déficits publics et de la compétitivité de l'économie allemande, la France ne dit pas un mot de compétitivité et fait croire à la réduction des déficits, alors qu'aujourd'hui, elle n'en prend pas du tout le chemin. Je reviens à un sujet basique, c'est un peu ce face-à-face permanent depuis des mois, parce qu'on nous annonce ce sommet de la dernière chance, mais à chaque sommet, c'est le même débat. Alain Madelin, vous êtes d'accord avec Jean-François Copé? Finalement, les vrais sujets ne sont pas traités par François Hollande, dit-il. Il a plusieurs fois tort. S'il y avait aujourd'hui une énorme inquiétude sur la volonté du gouvernement de prendre à corps les déficits publics, nous le verrions aussitôt dans les taux d'intérêt. Ce n'est pas le cas. Quant au système Merkozy, il faut bien constater qu'il était à bout de souffle et que d'une certaine façon, paradoxalement, avec son OPA sur le mot croissance, quand Sarkozy faisait une OPA sur le mot frontière, il a marqué des points là. Il a plutôt marqué des points en Europe. La question que je pose, derrière, on pourrait avoir longtemps ce débat sur le fédéralisme, c'est un débat qui me passionne. J'estime que je suis un authentique fédéraliste, nous pourrions discuter pendant des heures, mais cela étant la révision des traités, tout ça, etc. C'est 20 ans. Donc nous avons, le problème, c'est de faire en sorte que l'Europe et l'euro n'explosent pas avant. Et les banques, dans la solidarité qu'évoquait Olivier Ferrand, il y a l'idée pour certains de ce super gouvernement, et avec l'idée que, un peu comme nous, on paie pour la Guadeloupe ou pour la Corse, l'Allemagne paye
dans une Europe de transfert pour la Grèce, etc. Ça, je pense qu'il n'en est pas question pour expliquer pourquoi, et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable. Mais peu importe la question, il y a en tout état de cause une nécessaire, au moins immédiate, solidarité, certaines formes de mutualisation et de prise des pertes sur les dettes existantes. Et voilà. Donc, alors, les Allemands ne sont pas restés en reste de proposition. Il y a des économistes allemands qui ont fait la proposition d'une caisse de rédemption, comme on dit. C'est-à-dire, on met au fond les nouvelles dettes en commun et on exerce une forme de solidarité limitée. Je crois à une forme, et je pense qu'ils pourraient obtenir des Allemands une forme de solidarité limitée, pas la seule grande solidarité du fédéralisme, mais une solidarité limitée pour sortir de la crise. Vous avez un projet, je ne sais pas ce qu'il va devenir sur la table, et qui me paraît, peut-être qu'il pourrait avancer un peu, quel projet des eurobills. Ces eurobills, ce ne sont pas les eurobonds, c'est au fond une facilité que l'on donnerait à des pays comme l'Italie, ou l'Espagne, d'avoir des bons à 12 mois, 18 mois, avec des taux d'intérêt extrêmement bas, ce qui permet de tenir, au lieu de s'endetter à 10 ans, on s'endette avec des eurobills. C'est sans doute la proposition, avec la proposition d'union bancaire, ce ne sont pas des propositions immédiates. J'ai parlé des autres propositions immédiates auxquelles le sommet doit répondre, mais ce sont des propositions qui sont à court terme et qui pourraient apporter une solution sans qu'on soit obligé de rêver sur l'Europe de 25 ans. Stéphane Brandel et Jacques Généreux, juste, je me tourne vers l'économiste parce qu'au-delà du représentant du Front de gauche, il y a cette question qui a été posée aujourd'hui. On a lu dans des quotidiens que 100 milliards d'aides aux banques espagnoles, on l'a lu, aller mettre en difficulté, pour ceux qui nous regardent, ça peut paraître un peu incompréhensible, l'État espagnol. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça d'un peu dingue, 100 milliards d'euros pour aider les banques espagnoles qui viennent de l'Europe, et au même moment, et par un effet domino étrange que vous allez nous expliquer en quelques mots, ça déstabilise l'État espagnol. Expliquez-nous, c'est incroyable. Ça veut dire ce qui est positif d'un côté devient dangereux et négatif de l'autre. Pourquoi ? Oui, non, mais franchement, c'est pas le... C'est un sujet que les Français se demandent. Ils disent 100 milliards d'aides, c'est gigantesque. Non, pourquoi ? Non, ce qu'on craint, on va pas rentrer dans des choses compliquées, mais ce qu'on craint, c'est l'effet en retour sur la dette publique espagnole, c'est-à-dire la dette de l'État. Parce que sur la dette senior des banques. Voilà. Donc, c'est des effets en retour, voire des systèmes en chaîne. C'est-à-dire qu'immédiatement, on va sauver des banques. Bon, ce sont des États qui interviennent. On dit que les banques prêtent plus cher après. Oui. C'est quand même un peu troublant. Non, mais il y a un effet en retour sur l'endettement de l'État espagnol, cette fois-ci, qui lui fait que l'Espagne, qui n'a pas au départ un problème de dette publique insurmontable, peut indirectement, à travers l'aide et de la façon qu'on va l'aider à aider ses propres banques, c'est transformer une crise de la dette privée en crise de la dette publique. Mais je crois qu'il faut l'essentiel serait parce que je sais que le temps est compté, dans la lignée de ce qu'a dit Alain Madelin, de revenir sur ce qu'il faut faire maintenant. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a deux... ma question, Généreux. On prête aux banques, on prête aux États. Non, mais il y a deux problèmes. Il y a le problème du financement. Il y a le problème du financement des États et donc des taux d'intérêt aujourd'hui trop élevés. Comment on finance les biens publics? Et il y a le problème de la croissance. Or là, il y a évidemment deux choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. C'est que, on ne veut pas remettre en cause le rôle de la Banque Centrale Européenne, la possibilité que la Banque Centrale Européenne pourrait avoir de prêter directement aux États, d'intervenir plus directement dans le financement des titres publics. Ou la possibilité, et bien sûr, ou la possibilité... Et le bilan de la Banque Centrale Européenne qui est très dégradé. Vous avez 65 milliards de fonds propres, vous avez 3 000 milliards d'encours. Sur mes solutions, il y aurait un moyen simple aussi, qui est de dire que des banques publiques peuvent émettre des bons et des dettes à prix fixe, par exemple à 1%, l'État, et qui serait souscrit par les banques publiques. Et ces titres étant refinançables auprès de la Banque Centrale Européenne, il y aurait là un moyen de rendre ce financement indépendant des pressions des marchés financiers. Alors, ceci n'est pas à l'ordre du jour. L'autre chose qui n'est pas à l'ordre du jour, et qui est un grand paradoxe quand on parle de croissance, c'est là où c'est votre question tout à l'heure à laquelle il n'a pas été répondu. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Angela
Merkel quand elle parle de politique structurelle. Ce qu'elle veut dire, je veux bien qu'on parle de croissance, à condition qu'on ne remette pas en cause la logique des politiques d'austérité. Donc voilà des gouvernements qui sont en train de parler de politique de croissance alors qu'ils sont convenus entre eux depuis 3 ans que la solution à la crise de la dette, c'est une cure d'austérité qui aggrave la crise de la dette. Des politiques de discipline budgétaire que l'on traduit souvent par politique d'austérité, ce qui n'est pas automatiquement la même chose. Cela dépend des gouvernements. Jacques Généreux, Alain Madelin, c'est un débat. On se moque du monde, c'est-à-dire que les politiques d'austérité qui sont actuellement en place sont la cause de la récession et du ralentissement de l'activité en Europe, et il n'est à aucun moment question de remettre en cause cette politique. Alors, donc quand elle dit politique structurelle, c'est politique Généreux, de baisse vous des n'êtes coûts pas tout seul sur le salariaux, plateau. de compétitivité, bref, la croissance libérale à long terme. C'est le paradoxe de la situation, parce que Jacques a raison. D'un autre côté, vous prenez le budget 2010 de la France, le budget 2010 de l'État français, dépense 300 milliards, recettes 150. Alors, transposez ça dans votre budget maison, vous gagnez, disons, 2500 € par mois, vous en dépensez 5000 € tous les mois. Question, au bout de combien de semaines le banquier décroche son téléphone en disant « vous arrêtez tout de suite ». Pour la France et pour les pays européens, ça leur a pris de 1974 à 2011, c'est-à-dire 37 ans. C'est un banquier très tranquille qui ne prenait pas son téléphone tous les matins. Juste Thierry, parce que regardez... C'est le paradoxe, c'est la contrainte croisée dans laquelle on est. Votre question, parce qu'on est sur des débats techniques et en même temps, les Français essaient de comprendre très concrètement. Je donne la parole, regardez Thierry est devant sa webcam, dites-nous votre question, vous, si on arrive à vous entendre. C'est une question, et puis en même temps un constat que je fais en tant que citoyen tout à fait lambda. Déjà, le débat, bon, je ne l'ai peut-être pas pris au début, malheureusement, j'ai pas pu être là vraiment à l'heure pile poil, mais j'entends que des chiffres, et franchement, pour les Français, c'est pas très très clair, quoi, et franchement, je m'y perds énormément. Tout ce que l'on voit, nous, et je pense que la majorité des Français pensent comme moi, c'est que nous sommes dans une Europe où les personnes n'ont pas les mêmes façons de voir les choses, d'une part, n'ont pas les mêmes niveaux sociaux, n'ont pas le même niveau financier. Et tout ça, c'est un melting pot et on essaie de se débrouiller avec tout ça. Je pense que déjà, à la base, il aurait fallu avoir déjà un équilibre de tous ces peuples-là à la base. C'est là, le problème vient de là. Parce que maintenant, on se trouve dans un système qui, on donne des milliards et puis des milliards et puis voilà. Merci Thierry. Voilà. Attendez, restez avec nous. Il y a une disparité, parce que ce que j'entends dans ce que dit Thierry, avec un peu d'humour d'Alain Madelin que vous n'avez pas entendu, on va tous devenir allemands. Non, si nous étions tous allemands... Ça vous agace, ce genre de petite phrase, c'est Van Brandel, parce que... Oh, c'est positif, ça. Non, mais j'entends bien... Nous étions tous aussi riches que les Allemands, c'est beaucoup mieux. C'est ça, socialistes et les Allemands. Comment... C'est Van Brandel. Non, mais c'est un trait d'humour, mais c'est intéressant, parce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, la politique, un président vient d'être élu, et le premier jour, il part déjà en Allemagne. Donc c'est un vrai sujet. On voit que là, les citoyens s'inquiètent, se posent des questions. Oui. Vous entendez ce que dit l'internaute français? Il y a trop de disparités entre les pays. Je trouve qu'il a tout à fait raison. Peut-être on donne trop de chiffres aujourd'hui, parce que c'est vrai, c'est un sujet technique, les milliards, les centaines de milliards aujourd'hui, on ne sait plus très bien si ce sont des milliards virtuels ou réels. Là, c'est une chose, mais pour parler des disparités, c'est vrai, ça c'est le problème de fond économique de l'euro. Les disparités, on en a parlé beaucoup, et d'un point de vue allemand, on déplore que la France a perdu, pour utiliser un mot de Jean-François Copé, de la compétitivité. La France a eu un coût de main-d'œuvre inférieur à l'Allemagne, ça ne va pas vous plaire. Aujourd'hui, il est de 10% supérieur. La France a logiquement perdu de la compétitivité. Non. C'est un journaliste allemand et on l'écoute, c'est important. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et convaincu de son point de vue. Allez-y. La France a perdu plusieurs points de compétitivité depuis 2000. C'est vous qui l'avez gagné, c'est pas la France qui l'a perdu. La France n'a rien perdu du tout. L'Allemagne a gagné par rapport à tout le monde. Relativement, vous les avez perdus. C'est vous qui l'avez gagné par rapport à tout le monde. Je suis d'accord. Pour ceux qui nous regardent. Parce qu'il y a eu une politique ça veut dire quoi assez volontariste par le chancelier Schröder. Schröder, Merkel, tout à fait. Surtout Schröder, tout à fait. Ce qui est assez paradoxal. Les réformes de Gerhard Schröder qui lui ont coûté cher, dit-on. Parce que c'était un chancelier social-démocrate. Il a fait plus que le. Pour ceux qui nous regardent, c'est quoi? On a bloqué les salaires. Moi, il y avait des questions de. On n'arrête pas de citer l'Allemagne. On n'arrête pas. Nominal des salaires pendant 7 ans dans l'industrie. Si je peux finir mon propos, ce que je veux dire, c'est on a toujours l'impression, vous avez parlé des Allemands, tous devraient être allemands. C'est pas que les Allemands demandent
ou veulent être ou s'imposer. Ils souhaitent que, notamment les Français, la France, l'économie française, revienne à l'économie allemande pour pouvoir ou ne pas avoir à supporter tout seul l'effort financier. Donc l'Allemagne souhaite que la France devienne plus compétitive. Oui. En un mot, le problème allemand, c'est un peu le même problème que la Chine vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire qu'on a une politique de compétitivité externe de l'Allemagne qui a décidé de restaurer sa croissance en allant bouffer des parts de marché chez ses voisins européens. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il a affaibli l'ensemble de ses partenaires et qu'à force de taper chez le producteur, de mettre des coups aux producteurs français, italiens, espagnols et grecs, il a fini par affaiblir le consommateur aussi. Et donc cette logique-là est insoutenable dans la situation actuelle. Elle serait pire si on s'y mettait tous, parce qu'on tuerait tous collectivement les consommateurs. Partagé par chaque C'est une politique non coopérative qui est insoutenable. Elle est en train de tuer tous ses voisins. À l'intérieur de l'Europe, la logique aurait... On a perdu 1 million d'emplois. On n'arrête pas de citer l'Allemagne. Alain Madelin, demandez ce qu'en pensent les 20% de travailleurs qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans ce merveilleux pays. Il y a des questions des internautes. C'est d'une certaine façon ce que dit Olivier. Donc on est d'accord là-dessus. C'est d'une certaine façon l'ajustement des différences de compétitivité. On ne sait pas le faire à l'intérieur de la zone euro. C'est une grande question. Supposez qu'avec un coup de baguette magique, je restructure les dettes, je renfloue les banques, je règle le problème des taux d'intérêt, je retrouve de la croissance, il reste un problème. Donc personne ne parle. C'est celui qui vient de soulever Olivier Ferrand, c'est-à-dire comment j'ajuste les différences de compétitivité. Normalement, lorsqu'on a des monnaies différentes, le Deutsche Mark augmente, le Drag baisse. Voilà. Quand on ne peut pas faire ça, vous êtes obligé de faire un ajustement, pardon d'être un peu compliqué, mais par la variation des prix relatifs, c'est-à-dire que normalement, les salaires auraient dû, sinon baisser, au moins stagner en Grèce et augmenter en Allemagne. Ce mécanisme fondamental n'a pas fonctionné et ça reste une des grandes pannes de l'euro dont il faudra bien trouver quelques suggestions pour la réparer quand on sera sorti de nos problèmes. S'il vous plaît, mais très court avec la pédagogie un mot sur les salaires, parce qu'on entend quand même des choses intéressantes. On entend que les Allemands ont bloqué les salaires pour se développer. Est-ce que la France doit prendre ce chemin-là? Est-ce qu'il y a un travail à faire sur les salaires? C'est une question provocatrice, Jacques Généreux. Évidemment que non. C'est-à-dire que le modèle, entre guillemets, modèle allemand, qui est un contre-modèle, en réalité, c'est une technique qui peut tenir pendant quelques temps, qui a tenu pendant 15 ans, qui est un modèle insoutenable, qui tient parce que ses partenaires se laissent faire, parce qu'on est dans l'euro et que l'euro cher, en fait, favorise les Allemands et pénalise ses voisins du Sud. Et c'est pour ça que les Allemands veulent préserver l'euro, parce qu'ils se retrouvent avec des monnaies nationales dévaluées par rapport à eux. Ils perdraient leur seul terrain d'avantage compétitif, car l'Allemagne est en perte de compétitivité sur les marchés asiatiques, en perte de compétitivité sur les marchés américains, et là où elle reste très très compétitive, c'est sur le marché européen. Merkel dit qu'il faut faire des réformes structurelles et notamment réduire les déficits pour retrouver... Olivier a dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que si tout le monde devait avoir une logique de croissance en disant je vais croître en étant plus compétitif, ça n'a aucun sens économique, parce que pour être plus compétitif, c'est-à-dire qu'il faut être meilleur que les autres et gagner des parts de marché sur les autres. Donc ça n'est pas la voie. Donc et Madelin a raison, on ne sait pas régler ce problème. Le précédent gouvernement avait une solution pour la compétitivité qui disait, un peu une solution à la grecque, qui consistait à dire on va baisser les salaires, ou en tout cas amputer le pouvoir d'achat avec un mécanisme de TVA sociale, ce qui revenait à une baisse des salaires. Et à mon avis, c'est la politique la plus bête qui soit. En revanche, pour compléter ce que dit Général, si je veux avoir de bons salaires, et c'est l'intérêt de tout le monde, il faut que je remette de la compétitivité. Pour remettre de la compétitivité, il faut que j'ai une fiscalité quand même assez favorable aux entreprises et favorable au capital, parce que pour être compétitif, il va falloir reconstituer le stock de capital pour qu'on soit compétitif. Sauf qu'il y a une autre voie que la compétitivité, l'option de la compétitivité, il y a la voie de l'augmentation de la productivité de l'activité à long terme, donc l'investissement dans la recherche, l'investissement dans l'innovation, le soutien à l'activité au lieu de la récession. Je vous garantis que si on avait 3% de croissance aujourd'hui en Europe, on s'en foutrait pas mal de nos écarts de compétitivité. Il n'y aurait pas de problème. Donc on croit qu'on va régler le problème de non-croissance par la compétitivité. C'est là l'erreur. On réglera le problème des écarts. Compétitivité et croissance, c'est un peu synonyme. On réglera
non, pas du tout. On réglera la question, le problème que pose l'écart de compétitivité par une Europe du progrès. Et si on investissait massivement, chacun déjà chez soi et au niveau européen, dans la recherche, dans l'innovation, dans la reconversion écologique de notre habitat, de nos transferts, je vous garantis qu'on aurait le plein emploi, on aurait de la croissance, on n'aurait pas de problème de déficit public, et on pourrait débattre tranquillement sur le périmètre de l'État. Ce que décrit Jacques, en un mot, ce que décrit Jacques est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le dire sous terme de compétitivité, il y a deux grandes logiques de compétitivité qui s'affrontent, d'ailleurs qui s'affrontent en Europe. Il y a la compétitivité coût. J'essaie d'être meilleur que les autres sur le marché mondial en étant moins cher, et donc je modère les salaires, je baisse les charges, je fais de la TVA sociale. Ça, c'est le modèle allemand. Non, c'est le modèle Schröder-Merkel. C'est le modèle Schröder-Merkel. Et ensuite, qui est allemand. Non, c'est le modèle développé par Schröder-Merkel. Et ensuite, parce que le modèle allemand, non, le modèle allemand, c'est Mercedes. C'est pas vendre des Trabants pas chers, c'est de vendre des Mercedes très chers. Simplement, ils ont greffé là-dessus un effort de compétitivité prix. Et l'autre modèle, c'est un modèle de compétitivité innovation, qualité, enseignement, recherche, investissement. Olivier, il y a les deux en Allemagne. Il y a 4 fois plus de robots industriels dans les usines allemandes qu'en France. Et donc ça, ce modèle-là, c'est en gros le modèle nordique et le modèle allemand historique. Intégration des journalistes allemands sur ce plateau, parce que voilà, il nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Un dernier mot, vous êtes confiant pour l'avenir, là, vous qui suivez l'économie et cette relation franco-allemande? En vous écoutant, on a une fixation sur l'Allemagne. C'est vrai avec les Mercedes, puisque vous en parlez, mais il y a aussi, par exemple, le problème de Opel. Le problème de Opel, les voitures de moyenne gamme, c'est à peu près le même problème que Peugeot. D'ailleurs, ils se mettent ensemble. C'est pas seulement. C'est vrai, les Allemands, ils ont la chance maintenant avec les marchés qui s'ouvrent, les marchés chinois émergents, etc., qu'ils vendent très bien leur Mercedes. La France a aussi sa chance, par exemple, de vendre leur champagne et leur vin, c'est vrai aussi. Mais l'Allemagne, elle a un taux d'endettement énorme, elle a des déficits, elle a un chômage qui commence à monter, elle a des problèmes structurels. C'est pas noir et blanc, la France. C'est intéressant d'avoir votre éclairage, parce qu'effectivement, on a souvent le sentiment que tout va mal en France et que c'est le paradis en Allemagne. Merci à vous quatre pour ceux qui aiment l'économie. Vous avez eu de l'économie, un débat de fond important, essentiel, qu'on va poursuivre, parce qu'il y aura d'autres sommets, d'autres crises. Jacques Généreux, enfin la grande régression, tome 3, à la recherche du progrès humain. Voilà, on découvre la couverture. Et puis, Jacques Généreux, la grande régression, ça c'est votre dernier livre. Et puis, Olivier Ferrand, Europe contre Europe, c'est chez Fayard, c'est chez Hachette, pardon, et c'était avec Terra Nova, dont vous êtes le président. Merci à Stéphane Brandel, merci à Alain Madelin d'être venu sur ce plateau, merci à Thierry qui est arrivé en retard, et vous reviendrez évidemment à l'heure pour participer à notre émission. Puis merci aux près de 600 internautes qui ont voté sur le site du JDD.fr, je les remercie. Évidemment, comme chaque soir. Lundi, on s'intéresse à un autre sujet important, la question de la corruption. Il y a eu un appel dans les colonnes du Monde de 82 magistrats qui ont parlé de la corruption. Ils se sont associés en écrivant une tribune importante et la garde des Sceaux reçoit les magistrats lundi. On en parlera sur ce plateau de la corruption. Bonne soirée à tous et puis évidemment, restez fidèles à nos programmes.